Bonjour et bienvenue dans le port d'Osaka, dans le port de Santikos. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo. Je vous propose une vidéo sur le Ryujo pour respecter la prononciation japonaise, puisque le O il y a un petit tiret. Vous savez maintenant que le O avec un petit tiret se prononce légèrement OU. Le son OU est légèrement prononcé. Donc nous sommes en face d'un porte-avions japonais, donc de tier 6, qui appartient à l'arbre technologique. Et je me propose donc de vous le présenter un peu plus en détail. On regarde comment il se présente. On voit là où il y a mon curseur, la cabine de commandement, la passerelle. Alors le Ryuju, en japonais, ça signifie dragon cabré. Et en fait, de dragon cabré, nous allons voir avec l'histoire que c'est un dragon furieux et furtif. C'est un petit porte-avions. En fait, il a été conçu comme un porte-avions léger par la marine impériale au début des années 30. Il est petit et légèrement blindé, et il est conçu pour tenter d'exploiter une faille du traité naval de Washington de 1922. De fait, il a été conçu pour tirer environ 8000 tonnes, soit 8 tonnes métriques, soit 7900 tonnes, de déplacement standard. Et il exploitait donc une faille du traité de Washington qui voulait que les transporteurs de moins de 10 000 tonnes ne soient pas considérés comme des porte-avions. Alors, les Japonais se sont empressés d'en fabriquer un, et alors qu'il était en construction, le traité naval de Londres, en 1930, l'article 3, va rectifier cela, et du coup, les Japonais vont finir la construction, mais s'abstiendront d'en refaire d'autres. Alors, sur un plan technique, le Ryuju fait 179 mètres de long et il a un tirant d'eau de 5 mètres 56. Ça, c'était à sa construction. Il déplaçait donc 7900 tonnes et il possédait un équipage de 600 personnes et officiers, ce qui est très peu, très très peu. C'est vraiment un petit porte-avions. Pour respecter donc ce poids de 8000 tonnes, la coque était construite très peu blindée et aucune armure ne fut donc installée. Bien qu'il va y avoir un plaquage de protection qui sera ajouté à la hauteur des machines et des monts de charge. Il est conçu avec un seul hangar, ce qui donnait un profil sur l'eau qui était extrêmement bas, pas plus de 4,60 m par rapport au franc-bord, et 3 mètres à l'arrière. On ne voit pas très bien. Alors des 3 mètres à l'arrière, ils sont ici, bien sûr, c'est pas avec le pont. 3 mètres à l'arrière et 4 mètres sur le franc-bord, ici. Il se trouve que en 1929, à partir de 1931, les Japonais, la marine japonaise va spécifier qu'elle a besoin d'un groupe aérien un peu plus performant que ce qui était prévu à la base. Donc ça va nécessiter l'ajout d'un second hangar qui sera placé au sommet, au-dessus du premier. Et ça élèvera le franc-bord de 14 mètres environ. Malgré tout, du fait de l'étroitesse du porte-avions, celui-ci va s'avérer incroyablement instable dans les mers agitées. Donc on va y rajouter des stabilisateurs. Et c'était un défaut commun à tous les navires qui avaient essayé de contourner le traité. En fait, on va s'apercevoir des failles du Ryuju au moment de l'incident de Tomotsuru. Alors, qu'est-ce que l'incident de Tomotsuru ? Il a eu lieu le 12 mars 1934 et le porte-avions va percuter un torpilleur et chavirer. Et ça va entraîner des questionnements sur la stabilité des navires et entraîner de nombreux changements de conception pour améliorer et augmenter la résistance de la coque.
Alors, naturellement, le Ryuju, qui était connu pour être très peu stable, sera rapidement amené à l'arsenal naval de Kure pour des modifications. Ils vont renforcer la quille, ajouter du ballast, des renflements anti-torpilles, ce qui devait permettre théoriquement d'améliorer la stabilité. Les cheminées, elles, seront déplacées vers le haut et courbées afin de ne pas gêner bien sûr le pont d'envol. En 1935 va survenir un autre accident à la flotte, à la 4e flotte, un accident beaucoup plus grave. Durant ces manœuvres qu'on appelait déjà un wargames, il faisait donc des manœuvres en, comment dirais-je, en situation réelle en temps de guerre. Hein. Donc durant ces manœuvres, nous sommes en 1935, la flotte est prise dans un violent typhon. Deux destroyers de type spécial, des plus récents, alors il y avait la Tsuyuki et le Yiguri, vont voir leur, comment dirais-je, une partie de leur pont arrachée par les vents et les vagues, et un certain nombre de croiseurs lourds, récemment construits, vont subir des dommages structurels importants. Parmi eux, il y avait le Myoku, le Mogami et le sous-marin Tagei. Ils vont avoir de très sérieuses fissures dans leur coque. Les porte-avions Osho Ryuju vont subir aussi de très gros dommages sur leur plateforme de vol et sur leur superstructure. Donc, on renvoie à nouveau le Ryuju, qui a également une section de son hangar qui est inondée. On les renvoie en réparation et on va soulever le gaillard avant du pont pour améliorer la manipulation en mer, enfin les manœuvres en mer. Et après ces modifications, le tirant d'eau va passer à 7 mètres et le déplacement à 10 600 tonnes. Donc vous voyez, on passe de 8 000 tonnes, enfin 7 900, à 10 600. À partir de la mi-36, on va commencer à on va se servir surtout du Ryuju comme d'un, comment dirais-je, on va s'en servir pour préparer les avions embarqués et préparer les manœuvres de ces avions, pour donc tester aussi tout ce qui est aviateur embarqué pour les batailles et les batailles en situation réelle. À ce moment-là, donc à la mi-36, il pouvait évoluer avec une douzaine de bombardiers en piqué, des Aichi D1A, et ils ont testé de nouvelles tactiques de bombardement en piqué à ce moment-là. Et il avait aussi des 24 chasseurs, Nakajima A4N1. En septembre, donc nous sommes toujours en 1936, mais en septembre, il va reprendre un nouveau rôle, celui de navire amiral de la première division de transport. Son groupe aérien est légèrement modifié et il va avoir des bombardiers torpilleurs B3Y1, des bombardiers en piqué, des 1A1 et des chasseurs A2N. On voit que les Japonais sont très prolifiques en termes de... C'est l'année où c'est la période où les Japonais fournissent énormément de nouveaux chasseurs, font de nouvelles découvertes, sont très performants et sont à la pointe de la technique d'aviation. Je rappelle qu'à l'époque, on avait beaucoup de chasseurs qui n'étaient pas tout métal, et d'avions qui n'étaient pas tout métal, mais aussi métal, toile, bois, ce qui leur permettait de gagner un gain de place et de performance assez considérable. En 1937, cette première division de transport, donc avec le Ryuju en vaisseau amiral, va attaquer Shanghai pour soutenir l'invasion de l'armée japonaise en Chine. Son aviation se comportait de 12 chasseurs A4N et plus 4 chasseurs de rechange et 15 bombardiers en piqué D1A. Les bombardiers en piqué ont attaqué des cibles dans et près de Shanghai. En février 1938, le navire remplaçait ses biplans A4N par des chasseurs Claude Mitsubishi A5M qui étaient parmi les meilleurs chasseurs. Ils seront supplantés que par les Zéros quelques années plus tard, quelques mois plus tard. Le Claude, de mémoire, le Claude était l'un des avions les plus représentés dans l'aviation qui attaqua Pearl Harbor, ceci dit. Donc toute la division va soutenir les opérations japonaises dans le sud de la Chine en mars-avril, puis encore en octobre.
Aussi bien quand l'entrée en guerre du Japon contre les États-Unis survient, le Ryuju est un porte-avions aguerri avec un équipage extrêmement expérimenté. Mais il n'est pas mêlé à l'attaque de Pearl Harbor. On lui demande de débuter sa guerre dans le Pacifique sud-ouest, en soutenant l'invasion des Philippines et en attaquant la base navale de Davao et de Mindanao. À la mi-février 1942, l'aviation du Ryuju va attaquer les navires qui évacuaient Singapour. Ils vont détruire même 8 navires, 3 qui seront brûlés et 4 qui seront coulés. Et ils vont couvrir les convois transportant des troupes sur Sumatra. Par contre, le 7 août, les Japonais sont complètement surpris par les débarquements américains de Guadalcanal et de Tulagi. Et le lendemain, le Ryuju est transféré à la division de porte-avions et part le 16 août avec 2 autres porte-avions de sa division, le Shokaku et le Zuikaku. Le 24 août, c'est le début de la fin pour le Ryuju, mais il ne le sait pas encore. Le commandant de la flotte de cette force ordonne au Ryuju et au croiseur lourd Tone, escorté par 2 destroyers, de se déplacer en avant du convoi de transport de troupes à destination de Guadalcanal et d'attaquer la base de Anderson Field, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait aucun porte-avions dans le secteur. Ils lanceront deux petites frappes aériennes à partir de midi 20. Et c'est une violente contre-attaque de l'USS Saratoga, le porte-avions américain, qui va interrompre cette attaque du Ryuju. Et le Ryuju va être frappé par plusieurs attaques de 31 Douglas Downless et de 8 Avenger. La longue distance va empêcher l'escorte de combattre et d'aider le Ryuju. Et ils vont le frapper à 3 reprises avec des bombes de 450 kg et une torpille. La torpille provoquera une inondation qui détruira le moteur tribord et les chaufferies. À ce moment-là, aucun avion du Ryuju du Saratoga n'est abattu pendant l'attaque. C'est très étonnant. Incendié, inondé, le Ryuju va donc mettre cap au nord vers 14 heures. Et l'inondation progressive qui a désactivé ses machines le fait s'arrêter 10 minutes, 20 minutes plus tard. On donne l'ordre à ce moment-là, à 15 heures, d'abandonner le navire. Et c'est le destroyer japonais Amatsukaze qui va se placer à ses côtés pour sauver l'équipage. Mais les navires seront bombardés à plusieurs reprises par des B-17, sans effet, avant que le Ryuju ne chavire à 17h55. Donc il a été abandonné à 15h15 et grosso modo, 2 heures, 3 quarts après, le Ryuju va chavirer. On connaît exactement les coordonnées, on sait où est l'épave parfaitement. C'est un navire qui va perdre 7 officiers et 113 membres d'équipage malgré tout. Attention, regardez bien sur cette photo, c'est pris exactement avant la fin du Ryuju. Nous sommes le 24 août 1942. On le voit parfaitement bien qui est bombardé à haute altitude par les bombardiers B-17. Et l'Amatsukaze, qui est en bas à gauche, s'éloigne du Ryuju à toute vitesse, après avoir réussi à récupérer l'équipage. Et il y a un autre destroyer, le Tokisukadze, qu'on voit visiblement très faiblement en haut à droite, qui soutient le tir et qui essaie de protéger par son entière le Ryuju encore des bombes des B-17. 14 avions qui avaient été envoyés lors des raids sont revenus pour découvrir que le Ryuju avait coulé et vont survoler l'épave sans trop savoir quoi faire, et 7 pilotes seulement sur ces 14 avions seront sauvés. Voilà pour l'historique du Ryuju. L'image est restée fixe, je m'en excuse, mais c'était assez tendu. Cette part, on va partir en bataille. C'est une bataille que Paulon, qui est notre spécialiste dans notre clan, notre spécialiste porte-avions, m'a fourni très gentiment. Merci beaucoup à lui d'ailleurs, parce que c'est sympa. Il n'est pas complètement satisfait de sa bataille, on va voir pourquoi. Moi personnellement, je suis sûr que j'aurais pas fait mieux, mais bon,
Voilà. Je vous dis à tout de suite et on se retrouve pour les écrans et pour le final concernant ce petit porte-avions. Donc, on est avec Polon, qui sont middle tier avec son Ryujo, l'affronter à l'indépendance, ce qui est parfaitement contrariant. L'indépendance, a priori, avec plus de chasseurs, peut lui faire très très mal. Le Ryujo est donc un véritable porte-avions d'escorte. Voyons comment Polon va le jouer. Il est associé à Griffon, qui est dans notre clan, donc les deux membres du clan ensemble, qui lui est en Cleveland, ce qui fait qu'il peut éventuellement se servir comme appui des entières du Cleveland pour contrer l'indépendance. Il faudra quand même qu'il fasse très attention parce que le est-ce que je peux non, je peux pas. Voilà, là on voit comment Polon dirige ses deux. Alors il a dirigé ses deux torpilleurs pas très loin. Il n'a pas encore sorti ses chasseurs. Si, il les a sortis, ses chasseurs, bien sûr. Ses chasseurs sont en train de spotter sur A. On va aller les voir. On va voir. Voilà, il a repéré un Mutsuki. Il a repéré le Fidji. Spécifiant probablement un petit peu d'antière du Fidji. Qui est assez contrariant. Là, il continue à spotter le Mutsuki. Garder en vue des croiseurs et du, comment dirais-je, de notre destroyer, enfin de son destroyer. Mutsuki qui se met une smoke. Et là, il envoie ses bombardiers que nous voyons. Voilà les bombardiers. On va les suivre, probablement pour attaquer le Mutsuki. Là, il attend de le repérer, le Mutsuki. Voilà, le Mutsuki est sorti de sa smoke et regardez les bombardiers tout de suite. Ça se rue sur le destroyer. Pour l'instant, l'ennemi est passé. Le porte-avions ennemi est focus sur l'autre cap. Bon, là, tac. Raté. Ah, c'est un peu très soumis à la RNG, là, le jeu du porte-avions. Deux bombardiers qui ont échoué. Par contre, alors comment on va réagir là, il a lancé ses torpilles. Ouais, une seule torpille à portée. Le coup était pas très... Alors par contre, il peut être intéressant, parce que regardez le Fidji. Ah, le Fidji est en train de tourner, malheureusement pour lui. Non, ça va, il devrait éviter les torpilles. Quoique. Il avait pas peu... Non, ça va, il était vite d'extrême justesse. Franchement, du coup, la première passe est assez médiocre, malheureusement pour lui. Là, il y a les chasseurs ennemis qui sont venus le spotter. Ils sont venus regarder un petit peu ce qui se passait. Probablement aussi, ils ont remarqué que tous les verts étaient en ligne de bataille, on va dire. Mais pour l'instant, le Mutsuki a finalement s'est fait tuer. Par qui? Alors, par le Galissonnière. On va réduire un petit peu la minimap et regarder la deuxième passe. Les avions reviennent sur... j'aurais dû sélectionner. Voilà, les avions reviennent. Apparemment, Polon a décidé d'envoyer son porte-avions en plein milieu de C. Mais il y va pas à grande vitesse, apparemment. Ouais, il y va à demi-vitesse. Et là, ça y est, c'est reparti. Bombardier. Mais non, il va l'attendre que le deuxième bombardier soit... Et là, il va partir dans le sens opposé, alors. Ou alors, il s'en va au centre. Qu'est-ce qu'il fait? On va suivre. Pour l'instant, il va au centre, il va vers C. Il va vers là. Il n'a pas encore choisi. Le Cleveland n'est pas trop... Il est allé se mêler à la ligne de bataille. Les bombardiers, vous voyez, passent à l'endroit ici. Ils vont probablement... Son but, ça va être effectivement d'aller
regarder un petit peu qui est là et qui rush. Ah, il y a le fuseau là, qui peut être une victime possible. Donc le fuseau, effectivement. Par contre, on voit qu'il a envoyé ses torpilleurs à nouveau. Voilà, il a les bombardiers à toucher le fuseau. On a loupé la première attaque, le premier passage. Le deuxième passage, il a mis un incendie sur le fuseau. Deuxième, réussi. 2 bombes au but, pas mal. Alors on va voir maintenant ce qu'il va faire avec ses torpilleurs. Le chasseur est resté et il attire... il attaque les chasseurs de l'indépendance. C'est peut-être un passage à la mitraille. Il a un petit peu raté. Les deux d'ailleurs se sont ratés. Hein. Là il devrait pas rester parce que le fuseau a un anti-air qui peut faire mal. Deuxième passage, raté. Allons vite voir les torpilleurs qui attendent de l'horreur. Ici. Il attend de... Oui, il va probablement... Alors il faut mieux éviter l'Algérie qui a un bon anti-air. A priori, je pense que c'est ce qui s'est dit. Il n'a pas encore attaqué. Ouais, je pense qu'il va se diriger vers le fuseau. Qui est en train de... Voilà, qui va plus avoir d'échappatoire. Et je pense... Ah non, il n'attaque pas le fuseau. Étonnant. Le fuseau qui n'a pas d'échappatoire, il peut le déglinguer là. Ouais, il va prendre appui sur le Cleveland de Griffon. Il va plutôt aider le Cleveland qui est pris à partie par l'Algérie. Et là, c'est malheureusement pour lui, si le Cleveland est pris à partie par l'Algérie. Non, étonnant, il attaque toujours pas, il n'a pas choisi de cible. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a les chasseurs de l'ennemi qui sont là. Ouais, donc, il essaie d'attirer les chasseurs vers de cuirassés, ou vers en tout cas ses navires. Il y a déjà les bombeurs qui reviennent. Il n'a pas utilisé ses bombardiers. Alors, ses torpilleurs, est-ce qu'il attendait pour attaquer que les bombardiers reviennent pour attaquer le fuseau? Là, il va se repasser une couche sur le fuseau. Là, ouais, il s'est fait striper tous ses bombardiers là. Donc là maintenant il va attaquer parce que le chasseur n'aura pas le temps de lancer. Là le passage risque d'être féroce là, quand même. Voyons, il a lancé 2, 3, 4 torpilles. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pris toujours. Là et son chasseur tout simplement est en train de déglinguer les chasseurs ennemis. Par contre le problème c'est que ouais, il rompt le combat parce qu'il y a l'entière du fuseau pour aider. Et du coup il s'attaque aux torpilleurs ennemis. Il veut essayer de protéger son Dunkerque. Le but du jeu... Voilà, il revient au combat contre les chasseurs de l'indépendance. Pendant ce temps il s'est rapproché un petit peu de... Là, il a fait même tourner d'ailleurs. Il s'était rapproché un petit peu de là. Il a rapproché surtout son porte-avions pour l'Algérie à côté de Dunkerque. Il a rapproché son porte-avions. Malheureusement, vous voyez, les chasseurs du Ryujo sont clairement pas au point contre l'indépendance. Voilà, il a perdu tous ses chasseurs. C'est intéressant parce que Polon est un vraiment très bon joueur de porte-avions. Et là, on voit que le Ryujo a ses limites quand il affronte un navire, un porte-avions américain quand même. Il connaît des limites. Alors là, il va essayer de décaper, je suppose. Il va savoir qui est là. Alors il y a Gneisenau. Cleveland est grave chupé, donc là c'est même pas la peine. Il n'attaquera pas le Cleveland avec des bombardiers, ça je vous l'annonce. Le Gneisenau a une bonne anti-air, mais ça vaut le coup quand même de passer pour lui mettre du dégât. Voilà. Et un incendie en prime. Fait quand même 61 000 de dégâts. Moi j'aimerais faire 61 000 de dégâts en porte-avions en tir 6. Néanmoins, regardez un peu. Hein. Il a pratiquement perdu tous ses avions. Hein. Alors c'est vrai que le Gneisenau n'est plus très loin du Cleveland. Mais enfin, bon. Alors le deuxième bomber qui arrive. Est-ce qu'il va envoyer ces torpilleurs qui sont là? Probablement. Il veut continuer à décaper, mais malheureusement, bon, raté.
Alors il faut qu'il remette un incendie sur le Gneisenau. Voilà, il perd encore un avion dans l'aventure. Mais le Gneisenau qui avait éteint l'incendie, maintenant va brûler tranquillement. Et là, le Cleveland est assez loin, mais je pense que les anti-air du Gneisenau font le travail. Et torpille au but, torpille au but. Et torpille au but. 3 torpilles qui ont frappé très fort. Par contre, pas de voie d'eau. Ça, c'est un bon coup. On est à carrément 104 dégâts, hein, déjà. Là, le Ryujo est revenu en fond de cours. Parce que bah, les ennemis sont là. Hein. Ils sont en train de se faire, la part belle. Là, ils ont 3 caps. Ils sont en train de dominer l'ennemi. Et Ryujo fait vraiment ce qu'il peut. Alors que Griffon, sur son Cleveland, s'est fait couler. On l'a pas vu. Là, il renvoie ses bombardiers. Il peut faire maintenant que ça. Alors, est-ce qu'il attaquera le Graf Spee ou est-ce qu'il essaiera de finir le Gneisenau? Je pense que, voilà, les bombardiers... Ah, il a peut-être une idée en tête. J'avoue que là, je suis un peu perplexe, parce que là, il est quand même pas aidé. Hein. Alors, le Gneisenau brûle toujours. 113 000 de dégâts, 115 000 de dégâts bientôt. Le Gneisenau, est-ce qu'il va le finir au canon? Non, il s'attaque au Graf Spee maintenant. Un incendie et catastrophe naturelle, il vient de faire. Par contre, il a plus de chasseurs. Hein. Voilà, le Gneisenau a coulé. Il a perdu tous ses bombardiers. La dépendance n'a pas empêché de faire son premier kill sur Gneisenau, mais... Par contre, les chasseurs d'indépendance viennent de le spotter. Maintenant, bah, ça y est, quoi, il est repéré. Et les chasseurs, ils vont se faire plaisir sur les torpilleurs du Ryujo. Le Ryujo qui va prendre très très cher. Hein. Maintenant qu'il est repéré par le... C'est le Graf Spee, le Cleveland, non? Graf Spee, oui. Là, ça va être compliqué pour lui, vraiment. Là, le torpilleur revient au port. Il essaie de contourner. Le chasseur veut le permaspot, voilà. Il le permaspot. Maintenant, ça y est, voilà quoi, il s'en sortira pas. Alerte incendie. Donc, Polon va essayer de faire une dernière fois un petit peu de dégâts avec son torpilleur. Alors, il m'a dit j'ai mal joué, tu verras les erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Bah oui, mais enfin, en même temps, le moyen de faire autrement, quoi. Il jouait contre un navire, un porte-avions ennemi extrêmement surqualifié en termes de chasseurs. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Alors, il peut éventuellement essayer de s'en prendre au Graf Spee pour le finir. Il ramène peut-être ses torpilleurs pour ça, d'ailleurs. Ouais, il a ici les torpilleurs qui reviennent. Et là, il a ses bombeurs qui vont... Bon, le bombardier est pris pour cible par le chasseur. Le but du jeu, c'est de ne pas en perdre trop. Voilà, il se fait strike. Donc, à nouveau, là, il va perdre voilà, énormément d'avions. Et il est coulé. Est-ce qu'il a eu le temps de programmer On va pas le voir, malheureusement. Est-ce qu'on va voir les torpilles ces torpilleurs sur le Graf Spee? Ouais, il a eu le temps quand même. Les torpilles sont parties sur le Graf Spee, mais le Graf Spee semble avoir bien tourné pour les éviter. Ouais, il les évite. Donc, fin de la game pour lui, malheureusement. Ah non, il les évite pas. 2 torpilles au but et une voie d'eau. Alors il y a quelqu'un d'autre. C'est pas le Graf Spee qui a pris visiblement. Et il a quand même catastrophe naturelle, gros calibre, liquidateur. Ouf, la partie qu'il a fait, elle est juste énorme. Et pour l'instant, les ennemis ont l'avantage numérique. Il reste 6 minutes. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer parce que l'Algérie risque fort d'y passer à son tour. Et Polon, 137 dégâts, on peut pas difficilement dire qu'il a mal joué. Hein. Par contre, ces avions étant en l'air, ben, ils spotent l'ennemi. Donc, ben, il faut caper. Alors l'Algérie, voilà, encore un cap de moins. Donc effectivement, a priori, là-bas dans le nord, Guangzhou et Myoko vont prendre le cap.
B. Et le Schkorz peut aller chercher le Graf Spee pour finir la game. Le Schkorz qui en est déjà à 2 kills. Il est un petit peu... Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un tier 7. Mais le Graf Spee a tout de même des arguments à faire valoir plus tier 6 qu'il est. Là, ils sont en train de dire chacun son cap, mais le problème c'est que le Graf Spee, il reste, voilà quoi, il reste pas très loin du cap C. Je ne sais pas, je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Est-ce qu'ils auront le temps de s'en sortir? 4 minutes. Pour moi, il faut sortir le Graf Spee. Je crois qu'ils n'auront pas le temps de prendre les 3 caps. Voilà, 4 minutes, 4 minutes pour faire aller chercher les 3 caps, surtout qu'il y a un cuirassé dans le lot. Ça va être très compliqué. Il faudrait que le Myoko, qui est très low life lui aussi, vienne aider le Schkorz pour aller chercher le cap C, parce que sinon, il y a quand même 200 points de retard. Le Graf Spee, voilà, il s'enfuit lui. Hein. Il faudra aller le rattraper, donc 200 points de retard. Ça va être compliqué cette game, le final. Avec une partie quand même à 137 800 de dégâts pour Polon. Hein. Alors qu'il n'y avait pas vraiment la partie facile. Ça y est, le dernier bombardier qui spottait le Graf Spee est mort. Donc le Graf Spee, il est plus spoté. 914, ça va être compliqué. C'est étonnant. Mais j'ai gardé, même pour moi d'ailleurs, le suspense. Myoko plus Schkorz, 2 tiers 7, contient seul tiers 6. Mais quel tiers 6 Graf Spee. Alors le Graf Spee a fait demi-tour. Il s'enfuit. Et il a intérêt à rester vivant le plus longtemps possible. Hein. Il est 930 points, ça va être compliqué. Voyons. Est-ce qu'ils vont réussir à... Ah, ils réussissent à faire du dégât sur le Graf Spee. Ah, le Graf Spee a tiré ses 2 tourelles. Ah, le Graf Spee a fait peut-être une erreur en faisant demi-tour. Il a voulu tromper, mais il s'est remis en portée des 2 croiseurs. Et là, il va devoir aller bien jouer le Schkorz. Il est passé à la paix, parce que le Graf Spee est de flanc. Et il peut leur faire très très mal à la paix. Il faudrait que le Myoko est aussi à la paix. Le cuirassé, de toute façon, est totalement inutile. Le Gneisenau, là où il est, derrière la montagne. Il reste 2 minutes 40. Il faut tuer le Graf Spee. Ils n'arriveront pas à... Apparemment, le Schkorz se fonce. Je pense qu'il a l'idée d'aller chercher le dernier point de cap qui appartient à l'ennemi. Et même avec ça, ça va être compliqué. Il y a quasiment... Ah, ça y est, donc. Ah, bah bravo. C'est le Gneisenau en plus. Fin de la game, donc. Retour sur le Ryujo. Donc, je sais que voilà. Bah, c'est le mien, celui-là. Hein. C'est pas celui de Polon. Le mien, il est stock. Donc, on va voir les écrans tout de suite. Donc, c'est une victoire. 8451 points d'XP. Hein, voilà. 423. Donc, il a catastrophe naturelle. Je crois qu'il a eu une frappe dévaste. Il a eu soutien. Donc voilà, quoi. En gros, hein, on peut dire qu'il a fait son travail. 305 000, il a gagné quand même. N'oublions pas qu'il n'a pas le compte premium. Hein. Donc c'est remarquable. Il finit premier, assez nettement premier devant le Gneisenau, qui est le victorieux avec 4 kills et qui a fait le kill victorieux, qui a sauvé la team, parce que apparemment, si le Graf Spee, si elle avait survécu, aurait probablement pu faire gagner l'équipe. Donc là, il a fait quand même une partie assez monstrueuse avec son Ryujo. On n'a pas... Si, on n'a probablement pas tous ceux sur qui il a tiré. Navire de guerre endommagé, 4 si, on a tout. Le navire de guerre détruit de Gneisenau, plus ses 4 endommagés. 50 000 sur le fuseau, il a mis. 8 000 sur le Graf Spee. L'Algérie a pris un 10 000 dans l'explosion. Donc à la bombe. Il a tanké pour 324 000, mais bon, mais ça, c'est à la limite. Il a détruit. Il a lâché 11 bombes.
et 10 torpilles. 69 000 de dégâts. On a vu qu'il avait fait 137 000, donc il y a eu des dégâts aussi en incendie et en inondation. 68 000 de dégâts en cumulé. Il a parcouru 31 km pour un porte-avions. Prenez-en de la graine si vous jouez les porte-avions de manière statique. Lui, il a quand même bien navigué. Là. Voilà, c'est une bataille. Ah ben s'il avait son coton premium activé, et un commandant qui a pris 8400 points d'XP d'un coup, c'est une affaire qui marche. Donc, nous allons nous arrêter là. N'oublions pas qu'on a affaire à un porte-avions qui est très limité, comme on l'a vu en termes d'équipage d'avion, très limité en puissance de feu, ne serait-ce que des chasseurs. On a vu que l'indépendance a pris le dessus à l'arrivée, petit à petit, et néanmoins Polon a réussi à l'esquiver et à faire pas mal de dégâts à l'esquive, justement, contre un indépendance qui était le roi des airs, malgré tout. Donc c'était une game, une super bonne game de sa part. Je sais pas pourquoi il m'a dit qu'il a fait une mauvaise game. Enfin bon, bref. Je vais vous saluer et vous souhaiter une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà pour l'histoire et une bonne game avec le Ryujo, comme quoi c'est facile de jouer en porte-avions. Il suffit d'être doué, comme Polon. Je vous souhaite une bonne journée donc et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien.